Amis et fidèles téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, merci de nous rejoindre à ce numéro de Les grandes questions de la RTVO. Nous recevons sur notre plateau une fierté pour le peuple ouest, une valeur pour la Côte d'Ivoire et une richesse pour toute l'Afrique. Il s'agit du patriarche Tiabas Oulaye Bernard Marie. Bonsoir, papa. Bonsoir. Avec vous, nous allons échanger au sujet de vos ouvrages parce que vous êtes écrivain. Secondo, on va parler un peu de politique parce que vous en avez fait. Et comme vous êtes un digne fils ouest, on va parler également au sujet du peuple ouest. C'est bon? Oui. D'accord. Madame, monsieur, avant d'échanger avec notre invité, fort est de préciser qui est l'homme que nous rencontrons cet après-midi. Madame, monsieur, Tiabas Oulaye Bernard est né vers 1930 à Bewe Yaousé, village situé dans l'actuel département de Bleulequin, région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notons que M. Tiabas est né non pas dans une maternité urbaine, mais à l'ombre d'un bananier dans un champ de manioc par les bons soins d'une matrone de sa famille. Pour résumer, notre invité est un digne fils ouest et donc il est africain 100%. Notons que M. Tiabas a connu des difficultés quand même dans sa vie. Nous y reviendrons, papa. Il est quand même à préciser, maintenant, monsieur, que M. Tiabas, après ses années scolaires et universitaires, a obtenu des diplômes et il a quand même occupé plusieurs postes importants dans ce pays. Notons que de 1971 à 1983, il a dirigé le Centre national des bureaux de fret qu'on appelle CNBF, une structure qu'il a créée de toutes pièces à partir d'une subvention de l'État de Côte d'Ivoire. Après la dissolution de cet outil, M. Tiabas entra au cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports comme conseiller technique chargé des transports. En cette qualité, il fut nommé président de la Commission nationale de l'équipement dans le cadre de la Grande Commission mixte ivoiro-française en 1988. Il fut nommé également membre du Conseil économique et social de 1982 à 1999, soit 17 ans de présence consécutive avec la fonction de rapporteur général. Membre du comité national de l'intégration économique de l'Union monétaire ouest-africaine de 1985 à 1988. Dès 1975, il fut sollicité pour être professeur vacataire à l'École nationale d'administration qu'on appelle l'ENA, où il a dispensé un cours sur la politique économique de la Côte d'Ivoire pendant 8 années au cycle moyen et supérieur. En 2000, il fut nommé PCA, attendez par PCA, président du conseil d'administration d'une société dénommée SONATT, Société nationale de transport terrestre. M. Tiabas Oulaye Bernard est économiste, il est écrivain, il a écrit lui seul 17 ouvrages à ce jour. Il est également homme politique, il est homme de culture. D'accord. Madame, monsieur, nous allons écouter avec attention cette bibliothèque, ce patriarche, papa Oulaye Tiabas, nous revenons à vous. Et vous avez quand même connu une enfance très difficile parce que à parcourir votre biographie, vous avez dit que vous avez quitté le toit paternel à l'âge de 9 ans pour aller vous faire inscrire dans une école publique, primaire publique à Djiglo. Vous pouvez nous parler un peu? Oui, au départ, c'était presque un amusement. C'était la rentrée scolaire en 1940. J'ai suivi le mouvement des jeunes gens de mon âge qui allaient à l'école et je les ai suivis pour moi aussi faire comme eux et aller à l'école. Arrivé au coup de sifflet, chaque enfant allait s'aligner devant une classe. Alors j'ai suivi le mouvement, je me suis aligné devant la classe de CE2. Je ne savais pas. Oui. Et arrivé en classe, le maître compte les élèves et il y a un de plus. Le un de plus demande aux élèves qui est de plus qui n'a pas été et qui est parmi vous.
je ne comprenais pas le français. Bon, ben, j'étais silencieux. Et quand le maître a fini de faire l'appel, c'est un de mes voisins qui lui dit que c'est mon voisin, on a fait l'appel, il n'a pas répondu et il est demeuré assis. Et on m'a conduit devant la classe des premiers arrivés. Et c'est là qu'on m'a inscrit parce que j'avais 9 ans, on m'a inscrit et je suis resté en classe, mais je ne parlais pas français. Et j'ai trouvé ceux qui sont comme moi qui ne comprenaient pas aussi français. Oui, oui. Mais nous sommes restés 6 mois sans aller en classe. Le maître avait une plantation où tous les nouveaux étaient affectés pour débrousser. Je faisais partie de ces nouveaux. Bon. On est resté 6 mois. Et une de mes cousines est partie avec moi à Soubré. C'est là a commencé mon enfance difficile. À Soubré, elle est illettrée, elle épouse un cadre ivoirien, ouais, qu'il a éconduit. Et puis, il n'est plus mon beau-frère puisqu'il a éconduit Oui. ma cousine. Oui. Et il fallait que je le quitte pour aller ailleurs, pour être en sûreté. Il a trouvé une nouvelle femme qui a des enfants qui vont à l'école avec moi et qui mentait sur moi pour dire qu'à l'école, je suis sale, tout le monde me refuse, Ouais. etc. Mais tout ça est faux parce que je suis le premier de ma classe. Mais elles sont dans les dernières de leur classe là-bas, mais le monsieur, il n'avait Dieu que pour sa femme. J'ai été obligé d'aller à Sassandra avec ses soins, parce que lui aussi, il voyait que j'étais de trop à la maison. Oui. Arrivé à Sassandra, je n'avais pas la possibilité d'aller à l'école parce que il me fallait mon certificat de scolarité. Et le monsieur qui était un grand commis, qui remplaçait l'administrateur quand il n'est pas là, il n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Je suis resté à Sassandra. Bon, ça a valu que je sois encore prêt à partir ailleurs pour pouvoir trouver l'école parce qu'on ne pouvait pas me prendre. Alors c'est cette souffrance-là que c'est long. Oui. Oui. Après, j'ai été à Tabou. À Tabou, c'est le même problème. Il fallait mon certificat de scolarité, mais qui est resté à Soubré et qui ne me suivait pas. Avec toutes les correspondances envoyées, rien ne bougeait. Je suis parti de Soubré pour venir à Abidjan. Non, plutôt de Tabou pour revenir encore à Sassandra, de Sassandra à Gagnois, de Gagnois à Abidjan, d'Abidjan à Sassandra, Ouais. etc. J'ai fait tout le tour parce que je voulais aller à l'école à tout prix. À tout prix. Donc, vous voyez, j'étais à la conquête du savoir et ça m'a fait voyager à travers la Côte d'Ivoire. Bien. L'histoire est longue Et donc, et elle est douloureuse, mais vers la fin, elle a été fructueuse parce que on a vu le jeune Tiabas hier qui s'est démerdé à aller à la recherche, à la conquête du savoir, mais qui aujourd'hui, à 93 ans, a écrit plus de 17 ouvrages. Papa, oui. on va dire, vous avez écrit 17 ouvrages, mais c'est des romans, c'est des essais littéraires, c'est des recueils de poèmes, etc. Mais d'où est venue cette histoire d'écrire? Mais c'est venu de la lecture parce que j'aimais beaucoup lire. Et quand on aime lire, la lecture, c'est comme si vous voyagez sans bouger. C'est comme si vous découvrez le savoir sans maître. C'est comme si vous découvrez ce que vous cherchez. Donc, j'ai vu que les auteurs que je lisais, ils décrivaient l'environnement, ils décrivaient peut-être les biographies, ils décrivaient des situations dans lesquelles ils sont peut-être mêlés ou pas, ou imaginaires, mais c'est possible de le faire. Alors j'ai essayé. Et mon premier écrit, c'est un poème
que j'ai écrit quand j'étais en seconde, en 1955. Et après, c'est Les cicatrices de ma douleur en 1968, quand j'étais en En classe de terminale. terminale. D'accord. Et vous avez quand même un référent en matière d'écriture? En matière d'écriture, oui, je crois que dans ma lecture, j'aimais beaucoup Chateaubriand, avec ses phrases kilométriques, mais très balancées, musicalement parlant. Et il m'a permis de vouloir écrire. Je ne sais pas si j'ai bien imité, mais dans tous les cas, le premier livre que j'ai écrit, c'est un roman, Cicatrices de ma douleur, mais les gens pensent que c'est bien écrit, le contenu est sensible. Alors, si c'est le cas, j'en suis fier. D'accord. Également, nous sommes fiers parce que c'est un roman qui est beaucoup lu, mais le constat qui est fait, pas à notre niveau seulement, mais beaucoup de personnes ne vous connaissent pas en tant qu'écrivain, alors que vous avez écrit jusqu'à 17 ouvrages. Oui, mais ce sont les circonstances de l'écriture en Afrique. En Afrique, c'est l'auteur qui paye la publication de son œuvre. En Europe, on vous prend votre œuvre, on le publie, il y a le partage des pourcentages du gain, mais en Afrique, c'est l'auteur qui paye la publication de son œuvre. Alors, si vous n'avez pas les moyens pour publier vos œuvres, ils ne seront pas lus, ils restent dans les domaines de, comment on appelle ça, manuscrits. Et puis, bon, ben, c'est ça. 17 ouvrages que j'ai écrits, tous ne sont pas publiés. Sur les 17, il y a 11 maintenant qui sont publiés. D'accord. Mais sur les 11, il y a 3 qui ont été publiés à compte de l'éditeur. Oui. Mais les autres sont publiés à compte de l'auteur. Alors, vous voyez ce que ça me coûte. Oui. Alors, s'il faut faire la publicité pour se faire connaître encore, c'est ça c'est l'origine de cette discrétion non voulue. D'accord. Et parmi vos œuvres, vous avez écrit également sur Bernard Dadier. Bernard Dadier, écrivain ivoirien, il décède un samedi 9 mars en 2019. Et vous, déjà en février 2020, vous sortez un ouvrage intitulé « Il m'a dit ». Voilà le livre « Il m'a dit ». Qu'est-ce que Bernard Dadier vous a dit concrètement? Oh, il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses. Dans ce fascicule, c'est un extrait de ce qu'il m'a dit. C'est pas tout. Oui. On passait des heures entières à converser, à parler de politique, à parler de philosophie, à parler de religion, à parler de la poésie, à parler de tout. Et il a une grande expérience dans ces domaines et qui me faisait abreuver. Je faisais partie du dernier carré de ceux qui le fréquentaient. Et Dadier a mon admiration. Il fait partie des auteurs qui sont presque des autodidactes. L'enseignement de Dadier s'est arrêté à Dakar, c'est-à-dire quelque chose qui est l'équivalent des classes de première. Mais il écrit, mais sans faute. Il a des idées claires. Et il écrit beaucoup. Et c'est un écrivain engagé. Il n'écrit pas n'importe quoi. Il écrit quelque chose pour exprimer sa pensée, se décharger. Oui. Je l'admire beaucoup. D'accord. Papa, et à vous voir, parce que vous avez 93 ans, vous ne marchez pas avec calme, vous marchez normalement. Et on a constaté également que votre violon d'Ingres
c'est là, c'est l'écriture. Et quand vous observez aujourd'hui la jeunesse contemporaine, parlant de la lecture, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de cette jeunesse-là? Oui, j'ai beaucoup de choses à dire à cette jeunesse pour l'inviter à la lecture. La jeunesse scolaire et universitaire. Vous savez, tous ceux qui sont passés après nous, ce n'est pas par orgueil que je dis cela. Oui. Ils n'ont pas beaucoup lu. La plupart d'entre eux perdent plus de temps avec les cellulaires. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ça qui les occupe. Le temps perdu, là, est temps perdu. Mais celui qu'on perd en lisant est un temps gagné. La lecture vous fait voyager. La lecture vous fait découvrir. La lecture vous donne. Si vous apprenez une langue, la lecture vous permet de la dominer, de la maîtriser. Mais si vous ne lisez pas, vous perdez beaucoup de choses. Je demande aux jeunes, de façon ferme, de lire. C'est ça leur avenir. Je leur demande de lire. Parce que devenus grands, ils ne lisent même pas. Je vous donne un simple exemple. Un haut cadre, jeune, je lui ai passé un de mes livres. Quelques mois plus tard, on s'est rencontrés. Je lui ai dit, mais j'attends que tes observations pour que... Il dit, ah, je n'ai même pas ouvert. Il n'a pas ouvert les livres que je lui ai donnés sans lui vendre. Oui. Mais parce qu'il n'en a pas l'habitude. Et Ouais, ce sont les pesanteurs sociales aussi. Oui, oui. Quand on est en Afrique, je me demande comment j'ai pu faire pour faire ça. Oui. Parce qu'un Africain, tous les Africains peuvent écrire et veulent écrire. Mais ils sont sous le poids de pesanteurs sociales. Un directeur qui a beaucoup de choses à écrire, il ne peut pas le faire à cause des pesanteurs sociales. Bon, donc, tout ça là, Oui. ça se déteint, etc., ça se tient. Mais si vous aimez la lecture, vous oubliez ces pesanteurs. Merci, papa. Madame, monsieur, si vous venez de nous prendre un espace de diffusion, vous êtes à l'émission Les grandes questions de la RTVO. Et notre invité du jour, c'est monsieur Tiabas Oulaye Bernard Marie, écrivain, économiste, homme politique, homme culturel. Papa, la question qui nous vient en tête, si on vous demandait, ou s'il arrivait de proposer quelques ouvrages dans notre système éducatif, quel ouvrage que vous pourriez proposer à notre ministère de l'Éducation nationale? Oui, pour la jeunesse, j'aurais eu 3 propositions. La première, c'est d'abord Cicatrices de ma douleur, qui est un roman historique. Oui. Je l'ai écrit en classe de terminale. Oui. Et les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est à leur niveau. Ça parle de l'histoire de la colonisation, des travaux forcés et des brimades, des violences exercées sur notre peuple par cette colonisation. C'est un aspect que j'ai pris pour montrer que la colonisation, ce n'est pas seulement un slogan, mais ce sont des faits. Des faits qui ont endeuillé des familles, qui ont endeuillé des régions, qui ont endeuillé des ethnies. Alors c'est un aspect pour montrer que dans la colonisation, ce n'est pas un slogan, ce sont des faits pratiques, douloureux, traversés par l'Afrique et les États africains. D'accord. Cicatrices de ma douleur, un roman écrit par M. Tiabas Oulaye Bernard en classe de terminale, qu'il conseille d'ailleurs. Ça fait un
un roman que vous citez. Et Non. deuxième ouvrage à proposer, vous avez parlé de 3. Oui, c'est D'accord. 3. Deuxième. Et deuxième, c'est Itinéraire absurde. Itinéraire absurde. D'accord. C'est-à-dire l'orgueil de l'homme pour avoir vécu certaines situations heureuses, de bonheur même, et qui croit que il est il est l'homme fini, alors que tout cela finit par la mort. L'itinéraire absurde, c'est l'itinéraire de tout homme qui traverse la vie et qui aboutit à la mort sans que tous les grades, tous les honneurs dont il s'est affublé ne le retiennent sur terre. Et ça, c'est l'orgueil inutile de l'homme qui va vers le néant et qui croit qu'il est infaillible. Oui, oui. D'accord. Voilà. Troisième œuvre à proposer. Troisième œuvre, c'est l'extraordinaire aventure de Niantin. C'est une jeune fille qui a cru bêtement à l'invitation d'un cadre. Elle a quitté son village et travaillait dans une école de l'intérieur. Elle vient passer des vacances. À la demande de ce monsieur, elle était en troisième et il est enceinte. Elle arrête les études, elle a eu l'enfant, mais elle veut aller à l'école parce que pour elle, elle doit s'instruire. Après le premier enfant, elle a commencé encore à aller à l'école. Son ami auquel les parents l'ont confié, l'a encore enceinte. Elle arrête les études jusqu'à 2 enfants. Et puis depuis, comme c'est un coureur de jupons, bon ben, il a abandonné. Et tant bien que mal, elle a réussi à s'inscrire dans une école privée gratuitement. Elle a raconté son histoire jusqu'en classe de terminale, de seconde. Elle va dans l'école publique dirigée par un blanc. Et là-bas, elle a eu son baccalauréat. Elle a eu sa licence. Et puis voilà, elle est devenue une grande dame qui a occupé de hauts postes dans l'administration de son pays, devenue ministre. Et cette aventure, j'ai voulu que ceux qui sont paresseux, qui vont à l'école, qui pensent que c'est un passage dérisoire, puissent s'en approprier pour se donner plus de courage et aller de l'avant. D'accord. Ça fait les 3 œuvres que vous proposez au ministère de l'Éducation nationale. Ouais. Je pense que ça sera chose faite parce que vraiment ces 3 ouvrages-là, ces 3 œuvres-là, parlent vraiment des élèves. Donc, il faut qu'on enseigne ça à l'école. D'accord. Papa, je veux dire que quand on lit ce roman parlant de Cicatrices de ma douleur, au chapitre 6, à la page 53, on va dire même que c'est le cœur même des Cicatrices de ma douleur parce que c'est dans cette partie de ce roman qu'on a senti que l'auteur, dès sa naissance, sa naissance a connu vraiment a coûté la vie à sa mère. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment les cicatrices de ma douleur. C'est ça. Voilà. Nous vous demandons de lire cet ouvrage-là parce que vraiment il est très riche. Voilà, on aura l'occasion de vous dire où vous allez vous en procurer les différents documents de papa. Vers la fin, on va en parler. Il y a des boutiques. Ou bien déjà, vous dites qu'on peut aller soit à la librairie de France. Oui, à la librairie, c'était distribué dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire. D'accord. Et je ne sais pas si le service commercial
de mon éditeur Oui. continue de le distribuer. D'accord. Mais dans tous les cas, on peut le trouver à la Librairie de France, Oui. au Carrefour, Au et Carrefour. puis dans D'accord. d'autres. Carrefour, c'est-à-dire le grand supermarché qu'on appelle Carrefour, là. Carrefour, D'accord. c'est Oui, à oui. Cocody. Là. D'accord. Merci, papa. Et vous, tout à l'heure, on a énuméré également que vous êtes un homme politique parce que vous étiez à l'origine de la création du parti qu'on appelait UDPCI. Bon, ça, c'est pour ne citer que ce parti-là. Sinon, vous avez milité au sein de plusieurs mouvements. Et vous avez écrit 2 œuvres majeures parlant de la politique. L'une s'intitule « Les origines de l'instabilité sociopolitique en Côte d'Ivoire », où vous énumérez des erreurs fatales dans la gestion de l'État de 1959 à 1999. Et également, vous avez écrit tout récemment une autre œuvre qui est intitulée « République piégée, violée et humiliée ». Selon vous, notre pays n'a-t-il pas encore eu des repères qu'il lui faut vraiment? Oh, si. Les repères hein, sont de 2 ordres. Oui. Les repères positifs et les repères négatifs. Mais dans tous les cas, on a toujours, ce que nous faisons, nous avons toujours un repère. Mais la première œuvre, l'origine de l'instabilité sociopolitique, m'a été inspirée par la composition des gouvernements successifs sur le président Houphouët-Boigny et le président Konan Bédié. Dans la composition de ces gouvernements, vous voyez que les Akans sont toujours en majorité. Il y a plusieurs grands groupes en Côte d'Ivoire. Il y a les Akans, les Krou, les Mandés et ceux qui font partie de grands groupes au Doula qu'on appelle bon, ça m'échappe, mais ça n'a pas d'importance. Tout le monde connaît les 4 grands groupes de Côte d'Ivoire. Mais quand, à la composition de chaque gouvernement, c'est le groupe Akan qui domine. Ça crée des frustrations. C'est ça l'origine de l'instabilité. Si à ce moment-là, sous Houphouët-Boigny, il a eu la chance qu'il n'y a pas eu de coup d'État sous lui. Parce que ce sont des cas de frustration. Deuxième, république piégée, violée et humiliée, mais j'ai voulu témoigner de ma présence. C'est la colonisation qui n'a pas disparu. Comment peut-on penser qu'un pays, à l'occasion des élections dans un autre pays, vient bombarder le palais présidentiel du président de ce pays et pour le évincer du pouvoir? Et ça, plus tard, quand les gens vont raconter ça de façon facile, on dira que c'est du mensonge. Alors j'ai voulu consigner ça pour mes enfants et mes petits-enfants pour que ce soit quelque chose de vécu. D'accord. Ça, c'est au niveau national. Oui. On va aller dans nos 2 régions parce que vous êtes natif du Cavali, donc vous êtes ouest. On va dire votre constat au niveau de la politique dans les 2 régions, surtout votre observation au sujet de ces dernières élections qui viennent d'avoir lieu chez nous. Oui, les dernières élections et toutes les autres élections, ça me fait... Je me sens un peu déphasé par rapport au comportement des uns et des autres. Je vous dis, mon cher fils, ce que je fréquente beaucoup, c'est ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions que moi. Pourquoi je fais cela? Je veux me laisser convaincre de sa position. Et si possible, le convaincre de la mienne. Le fait qu'on ne partage pas la même idée, ça ne doit pas être une source d'adversité. Des frères
d'une région, une région arriérée, nous passons notre temps à nous battre, à nous détruire. Mais qui va construire nos régions? Eh oui, si nous, on ne les construit pas, d'autres viendront les construire. C'est ce qui se passe, puisque nous passons notre temps à nous détruire. Alors les dernières élections en sont une illustration. Comment quelque chose qui devait être considéré comme une sportivité est devenu le facteur d'animalité. Je suis meilleur que toi, je vais gagner dans les urnes pour être à ta place. C'est plus simple. C'est la compétition. C'est comme si vous alliez sur un terrain d'athlétisme pour courir les 100 mètres. Comme si vous allez sur un stade de football pour gagner un match. Pourquoi cela peut occasionner des affrontements sanglants? Je suis désolé et même attristé. Quelques conseils? Mais Ce sont eux tous sont vos enfants. Si j'avais l'occasion de faire une conférence après les élections, mon propos serait que la politique, quand on fait la politique, c'est une façon d'entrer en compétition avec l'autre. Il ne faudrait pas considérer que parce qu'on n'est pas dans le même parti politique, on est des adversaires, on est des ennemis. Je leur demande de considérer d'abord qu'ils viennent des mêmes régions. Et le facteur commun, le lieu commun où nous devons conjuguer nos efforts ensemble, c'est nos régions attardées, nos régions arriérées, nos régions qui sont en dehors du progrès dont bénéficie la Côte d'Ivoire. Je leur demande de se mûrir au lieu de se détruire. Merci. On va dire, si on fait une juxtaposition, parce que dans votre biographie, vous avez fait des recommandations. Oui. Et quand on lit, approximativement, c'est avec le conseil que vous venez de donner. Parce que ici, vous écrivez, je souhaite une bonne entente sans faille entre tous mes enfants, neveux et nièces, comme ils l'ont fait de mon vivant. Je leur demande de cultiver le sentiment de parenté et l'esprit de solidarité. Ce serait salvateur pour eux et pour tous. Cela permettrait aux plus faibles de profiter des plus forts. Je les charge de publier mes œuvres littéraires dans la mesure du possible. Elles sont la mesure de mes dimensions intellectuelles, politiques et spirituelles, lesquelles seraient de nature à me survivre. À vous écouter, quand vous donnez des conseils aux politiciens, ça aussi, vous parlez, c'est vrai, vous parlez de vos enfants, de vos neveux, oui. Vous parlez au peuple, ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ceux d'après vous. Parce que même si vous n'êtes pas là demain, il faut que les gens gravent ça dans leur mémoire. Mais Oui. Vous avez raison. C'est pourquoi avec mes amis, mes frères, mes soeurs, nous avons créé le Ouaison. Ouaison, pourquoi? Et je vous confesse publiquement. Quand vous dites vos frères, vos soeurs, vous pouvez citer quelques-uns. Mais il y a Madame Nyonsoa, il y a Madame Yaé Delphine, il y a Monsieur Guy François, il y a Monsieur Toucha Alphonse, il y a Monsieur Émile Keï-Boguina. Il y a oui, Keï-Boguina. Il y a tout cela, mais ça c'est dans un autre contexte. Le Ouaison, c'est tous les jeunes qui veulent
rénover la culture ouais. Ah, d'accord. Je me suis dit que voilà un peuple qui a une riche culture. Mais ce n'est pas les étrangers qui peuvent venir la rénover. La Côte d'Ivoire, au rendez-vous culturel de la Côte d'Ivoire, le peuple ouais doit être présent parce qu'il a de quoi y être. Et c'est pourquoi nous avons créé Ouaison pour rénover, protéger, développer la culture ouais. Et pour cela, nous avons créé des organes, le Haut Conseil de la culture ouais, que préside Mme Ounionssoa, et le bureau exécutif de cette association que préside Djimolé Arsène. Djimolé Arsène est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et le vice-président, le premier vice-président, Dr Guy Monsio, assure la présidence sur le terrain. Vous n'entendez pas parler de Ouaison actuellement parce qu'on était à la veille des élections. Effectivement. Il ne faudrait pas faire les Pour ne pas prêter attention prêter les intentions. bon, le Ouaison est apolitique et il a besoin de tous les enfants ouais. La confession que je voulais vous faire, j'ai regretté tous mes enfants, sauf un, c'est une fille qui parle bien le ouais. Les autres, parce que j'ai continué à parler à la maison français, 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 et je regrette que mes enfants ne parlent pas le ouais comme moi. Mais vous êtes à la base, c'est ce que vous voulez dire. Je suis responsable de ça. Et je souhaite que ça sera réparé. Ouais, d'accord. D'accord. Papa, nous tendons allègrement vers la fin de notre entretien. Oui. Vous avez également, on a énuméré dans l'introduction que vous êtes beaucoup culturel, vous êtes culturaliste même, si on peut s'exprimer ainsi. Vous avez écrit une œuvre, Les fondements de la culture, ouais, avec un co-auteur. Vous pouvez nous parler un peu de cette œuvre de façon succincte? Oui. Ça parle de quoi? Ben, le fondement de la culture, ouais, ben, nous avons été un peu, Oulaté Maurice et moi, faire paix à son âme, et parler quelle était l'origine, sur quoi s'appuie sur la culture, ouais. Alors nous avons vu qu'il y avait des divinités, plusieurs divinités, à savoir le glas, le couille, le gui, et chez les femmes, les Gaulois. Bon, ce sont des divinités. Qu'appelle-t-on une divinité? C'est-à-dire quelque chose, un esprit qui prend naissance vers Dieu. Parce que l'adjectif qui vient de Dieu, c'est divin. Ces divinités, nous expliquons comment ils imprègnent la culture ouais. Et Oulaté et moi, nous essayons de voir la démarche de l'initiation en pays ouais, les mariages, l'héritage, tout cela doit être connu. Et comme c'est un fascicule, ce n'est pas un ouvrage de grande composition, c'est un fascicule. On avait promis, Maurice Oulaté et moi, de lancer ça pour que les jeunes en fassent notre prolongement pour augmenter les recherches et sur ces points que nous avons soulevés. Malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup se disent qu'ils sont chrétiens, alors que ce que vous venez de développer, c'est la tradition, c'est notre base. Mais beaucoup se disent tout ça, c'est diabolique. Vraiment, c'est malheureux. Comment vous voyez ça aussi? Oui, quand un peuple est dominé, c'est le fruit de l'aliénation.
l'aliénation, c'est-à-dire on adopte les coutumes de l'étranger dominateur. Sinon, comment peut-on comprendre que quelqu'un qui a une culture puisse la désavouer et accepter une culture étrangère comme étant celle qui lui convient? C'est le fruit de l'aliénation. Et cette aliénation est due, c'est la réussite de la domination étrangère sur nos peuples, sur le peuple africain. Je voudrais vous dire que lorsque on n'a pas confiance en soi et qu'on prend pour repère l'étranger, c'est ce qui se passe. Et la colonisation est venue avec, dans son bagage, la religion. La religion n'est pas africaine. Jésus est une divinité. Mahomet est une divinité. Bouddha est une divinité. Mais moi, dans mon village, le glas est une divinité. Mais si on abandonne le glas, le kui, le gui, le Gaulois, pour dire que tous nos problèmes doivent être résolus par Jésus, et puis on a commencé par nous dire que Jésus est Dieu. Alors plus tard, quand l'humanité va avancer, on trouvera quelqu'un d'autre qui sera Dieu. Oui. Bon, donc, je crois en Dieu. Personnellement, je crois en Dieu. Mais je ne crois pas aux religions. Ouais. Les religions, ce sont des fabrications des hommes. Je ne dis pas que les religions font du mal aux uns et aux autres, mais ma religion, c'est glas. D'accord. Ma religion, c'est glas. D'accord. Et je crois que je discute souvent avec les prêtres. Je veux qu'ils me convainquent. Moi, j'ai été baptisé. J'ai été confirmé. J'ai failli partir au séminaire. Et puis, l'esprit m'a réveillé pour dire, reviens à ta culture. Un homme qui abandonne sa culture est un orphelin culturel. D'accord, papa. D'accord, papa. On va revenir rapidement sur vos recommandations parce que vous avez la dernière phrase que nous allons lire. C'est à propos de cette dernière phrase que nous allons vous poser la question Oui. parce que vous avez dit dans la dernière partie de vos recommandations, à ma mort, je souhaite être inhumé à Abidjan. Considérez cela comme ma dernière volonté sur laquelle il ne faudrait pas transiger. Papa Tiabasoulaye, qui est né sous un bananier, dans un champ de manioc, qui connaît bien le ouais, qui parle bien le ouais, qui est attaché aux valeurs culturelles, ouais, à travers son développement tout à l'heure, qui devrait nous conseiller, nous autres, que si quelqu'un meurt, il faut l'enterrer sur la terre de ses ancêtres. Et malheureusement, c'est le même patriarche-là qui nous dit, quand lui, il va mourir, on va l'enterrer à Abidjan, et il est catégorique dessus. Papa, vous ne voyez pas un peu que nous autres, ça nous gêne? Oui, ça doit gêner, ça doit même choquer. Oui. Mais comprenez que il y a toujours, quand on considère qu'il y a une situation, il faut examiner la faisabilité. Mon neveu, que j'aimais comme un ami, parce que je vous dis, quand on est parent et qu'on n'est pas ami, c'est partiel. Vos sentiments sont à moitié. Mais ce neveu, on se disait tout.
Je lui ai dit, comme je suis le plus âgé, si je meurs avant toi, ce qui est certain que je vais mourir avant toi, mais il va falloir qu'on fasse ma tombe maintenant pour que il n'y ait pas beaucoup de fatigue quand on va m'enterrer au village. Alors, mon neveu avec moi, on était dans ce contexte-là. Et je lui ai dit, je serai enterré au village avec, comme je le connais, il allait prendre soin de tout. Et je lui ai dit, commençons maintenant à faire ma tombe. Il a dit, bon, euh, je suis d'accord. Il est venu à Abidjan, on en a parlé. Et puis après, la crise politique a commencé. Il est mort avant moi. Et cette crise politique a décimé ma famille. Il n'y a personne d'autre au village. Ils sont jeunes. Mes enfants n'ont pas l'habitude de vivre au village. Alors, je ne veux pas, ma mort déjà est une triste corvée pour eux. Il faudrait que la faisabilité s'ajoute avec toutes ces difficultés pour les éprouver. Alors j'ai décidé, en connaissance de cause, que je sois enterré à Abidjan. D'ailleurs, ma tombe à Abidjan est prête. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Merci, papa. C'est vraiment, c'est votre volonté. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris plus tard, nous faisons bien de vous poser la question et vous faites bien également d'éclairer l'opinion. Merci beaucoup. Et comme nous sommes à la fin de l'émission, vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est pour vous remercier. Et je pense que beaucoup de gens seront à l'écoute de cette émission. Et cela m'a permis d'être en contact avec ceux qui ont des préjugés inutiles sur ma personne. Je ne suis pas celui qu'on croit connaître et il faut suivre cette émission pour voir un pan de ma personnalité. Et je vous remercie d'être venu et bonne santé à tous. Merci, papa. Amis téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, merci de nous avoir suivis. Je pense que c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie que vous avez suivi cet entretien avec cette personnalité, ce patriarche web, à la personne de M. Oulaye Tiabas Bernard Marie, écrivain, économiste, je vais dire culturel, il est homme politique. Donc, nous invitons tous les hommes politiques, que vous soyez, tous les élèves et étudiants, à vous abreuver de tout ce que le papa est en train de nous laisser, à savoir ces 17 ouvrages qu'il a écrits. Et nous rappelons encore, pour avoir ces différents documents, il faut vous rendre au supermarché, le grand supermarché Carrefour à Cocody. Il faut aller également dans les librairies de France. Vous allez avoir ces différentes œuvres-là et puis vous allez prendre connaissance. Également, notre papa, notre patriarche nous demande à chacun de nous de faire sa promotion parce que c'est de ça seulement qu'il a besoin. Si vous êtes journaliste, que vous êtes cadre, ce que vous pouvez faire, c'est d'approcher les structures qui vont accompagner, à faire connaître ces ouvrages. C'est un cri de cœur également qui nous lance parce que c'est ce que nous pouvons faire aussi dans ces dernières années. Nous disons merci à papa et d'ici là, maintenant, monsieur, portez-vous bien et à samedi prochain pour un autre numéro de la grande question de la RTVO. Toute l'équipe qui m'accompagne vous dit merci et vous êtes reconnaissant également. Merci, à bientôt.